Aïe Verabotaï, Erev Tov, quel immense plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs, autant que nous le pouvons. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir étudier la Torah, découvrir la Torah, pratiquer la Torah. La Torah, elle est tellement belle et elle est tellement magnifique. Et ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons ensemble découvrir quelque chose d'extraordinaire dans la paracha de Korach. Moraï Verabotaï, Erev Tov, Shalom Aleichem. Nous allons dédier le shiur pour la refoua shelema, pour la bracha de tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, lanou ou l'chol Israël. Il y a dans la paracha de cette semaine quelque chose d'exceptionnel que je voudrais partager avec vous. Korach se querelle contre Moshe et Aaron. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Quel est son problème? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a tellement de pirouchim autour de cet épisode de la Torah qui d'ailleurs s'étale sur 2 chapitres, Perek Tet Zaïd et Perek Yud Zaïd de la paracha. La Torah prend le temps, à la différence d'autres épisodes malencontreux que les enfants d'Israël vont traverser dans le désert. Ici, la Torah, elle prend le temps de détailler cet épisode et de nous dire comment se déroule la querelle de Korach. Comment il entraîne derrière lui 250 chefs du Sanhédrin, du tribunal, et comment il se lie à Dathan et Aviram. La Torah également nous raconte quelle est la fin tragique de Korach Va'adato, au point que il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que Korach et Adato, est-ce qu'ils ont une part dans le Olam Haba ou pas? Si il n'a pas de part, si on dit que Elo Chelek le Olam Haba, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Tout ce qu'il a pu faire de bien dans sa vie s'est évaporé à travers cet épisode malencontreux de sa querelle, de sa marloquette. La nuit ne suffirait pas pour ne serait-ce que citer et dresser les textes des Chachamim dans l'Agmara, dans le Midrash, dans le Zohar, dans les livres de Moussar, de Marshava, qui nous expliquent et nous mettent en garde de la marloquette. Il est tellement grave, ne serait-ce que Rachid est déjà dans la paracha de cette semaine. Tout ce qu'il dit sur l'esprit dramatique. On n'a pas le droit de se disputer avec quiconque. Sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, etc., etc. La marloquette doit disparaître. C'est Korach Va'adato. On appelle Korach et sa faction. Korach et son assemblée. Korach s'en prend à Moshe Rabbeinu, il s'en prend à Aaron. C'est écrit dans les Midrashim qu'il a renié Hachem, qu'il a renié le don de la Torah. Il a tout. Dans la marloquette, lorsqu'on est dans la querelle, eh bien, on oublie tout, même Akadosh Baruch Hu, et on oublie même le don de la Torah. C'est très grave. Korach, il était un Navi. D'après Rashi, il va finir comme une folie, shtout. Il va faire quelque chose de fou. Parce qu'il était jaloux, nous dit Rashi. Parce qu'il cherchait du kavod, nous dit Rashi. C'est incroyable. Il y a tellement d'éléments autour, tellement d'éléments de réflexion, tellement d'exercices de la vie autour de cet épisode. C'est tout simplement impressionnant. Ça, c'est Korach. Va'adato, les 250 Sanhédrot, c'est encore une autre Sougia. Comment se fait-il que 250 chefs du Sanhédrin se soient laissés berner, se soient laissés séduits et entraînés par Korach? C'est incroyable.
Et il y a dans ce groupe également Datan va Aviram, qui ont un problème avec Moshe Rabbeinu depuis le livre de Shemot. Les Chachamim dans Masechet Sanhedrin nous disent que lorsqu'on parle de ces hommes, donc Korach, les 250 Sanhedraot et Datan va Aviram, il ne faut pas oublier de parler d'abord de ceux qui vont sortir de cette marloquette. Ce sont les 3 fils de Korach et On ben Pelet. Mais il ne faut pas oublier, nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, de parler de 2 femmes, la femme de Korach et la femme de On ben Pelet. La femme de Korach, elle va le monter contre Moshe Rabbeinu. Et la femme de On ben Pelet, elle va réussir à sauver son mari. En tout cas, dans toute marloquette, dans toute querelle soit-elle, le conjoint a une responsabilité, a un rôle majeur à jouer. Ou ton mari, tu l'aides à s'enfoncer dans la boue, dans l'égout de la querelle, ou bien tu arrives à le sortir, ou bien ni tu l'enfonces, ni tu le sors, c'est une autre perspective. En tout cas, oui, la femme, elle a la possibilité de sortir son mari dans cet épisode de ce qu'il y a de plus dramatique, la marloquette. Il y a dans cet épisode de cette marloquette un personnage qui est impressionnant et nous allons faire un constat dramatique. Qui est ce personnage et quelle est la conclusion et donc le message de ce personnage? Je voudrais lire avec vous quelques psukim dans la paracha, rappeler quelques points, ça va aller très vite parce que tout le monde connaît la paracha de Korach. Qui est ce personnage qui vraiment, il m'impressionne, a une dimension surhumaine, qui a une dimension incroyable? Il s'agit, Morevera Botaï, ni plus ni moins de Moshe Rabbeinu. C'est impressionnant, c'est incroyable comment Moshe Rabbeinu va vivre cet événement. Parce que, somme toute, c'est lui qui est au cœur de cette querelle, entamée et enflammée par Korach. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Alors, j'ai noté sur ma feuille, j'ai ma feuille avec moi, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points sur Moshe Rabbeinu. Et ensuite, on verra le constat de Moshe, qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, et on essaiera de développer une idée. La première chose, c'est écrit au Perek Tetzaïd. Perek Tetzaïd, au Passouk, alors, en vérité, ça commence au Passouk d'Alet, Vaishma Moshe, Vaipol al Panav. Moshe entend, Moshe tombe sur sa face. Déjà, ce pasouk, il est intéressant, le Rachaïm le travaille, mais en réalité, tous les Mefarshim travaillent ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il entend et qu'est-ce que ça veut dire qu'il tombe sur sa face? Ensuite, il parle à Korach. Vaïdaber el Korach vel kol adato. Boker veyoda Hashem et Asherlo. Il dit, on verra demain matin qui, toi tu penses que moi, Moshe Rabbeinu, j'ai inventé toutes ces décisions que j'ai prises, on verra demain matin. Hachem nous dira, Zot Atsu, voilà ce que vous allez faire. Kechu martot, prenez des petites pelles en cuivre, en métal, sur lesquelles, les encensoirs, sur lesquels utnu ben esh vesimu alehem ketoret lifne Hashem machar. Ve'aya ish asher yivchar Hashem hu akadosh rav lachem ben Levi. Incroyable. Moshe Rabbeinu, sa première idée, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas dans son premier discours qu'il avait Korach, d'ailleurs c'est déjà intéressant qu'il parle avec Korach. Moi tu me fais ça, je te dégage, je ne discute même pas avec toi. Moshe il parle avec Korach, Vaïdaber el Korach, il lui parle. Et il lui propose, et il leur propose, donc à Korach Va'adato, de prendre des encensoirs pour offrir la Kétoret. Et il leur dit même, Rav Lachem ben Levi,
ce que vous faites est grandiose. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Il y a Rashi, mais vraiment, on va d'abord peindre quelques points de la réaction de Moshe et peut-être même du peuple d'Israël. En tout cas, la première chose que Moshe Rabbeinu leur dit, c'est demain matin, venez, rendez-vous au Mishkan et tous, nous allons faire des encens, de la kétorette. Et c'est quelque chose de grand pour vous. Je vous invite à quelque chose de grand. Rav Lachem Ben Levi. Incroyable. Alors, est-ce que cette kétorette que Moshe Rabbeinu leur propose de faire, c'est pour les éclater, comme ça a l'air de Rashi, c'est pour les conduire à leur échec, ou bien Moshe Rabbeinu a une autre idée peut-être plus positive. Matière à réflexion, Rashi a ici un long Rashi qui explique, d'après Rashi, il sortirait, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, venez demain matin, on va faire la Ktoret. Celui qui Hachem a choisi, il sera vivant, et celui qui l'a pas choisi, il va mourir. D'une façon ou d'une autre, cette proposition de Moshe Rabbeinu, c'est pour calmer la querelle, c'est pour éteindre le feu de la querelle. Vayomer Moshe el Korach, Shimouda Belevi. Et Moshe continue d'avoir un discours avec les Béné Lévi. Et il leur dit, la reine, première partie, on va dire, premier souhait ou premier conseil de Moshe Rabbeinu. Demain matin, vous venez tous faire de la kétorette. À quoi elle sert cette kétorette? C'est une question en soi. Mais ce qui est clair, il me paraît évident, que Moshe Rabbeinu, il fait ça pour étouffer la marloquette, pour éteindre le feu de la marloquette. Premier point, premier conseil, première idée de Moshe Rabbeinu. Vous savez, lorsqu'il y a une personne qui nous fait la guerre, il n'est pas évident de trouver la meilleure façon et la façon la plus noble de réagir. C'est pas évident. Tout de suite, on rentre dans le jeu de la marloquette. Moshe Rabbeinu, il a un projet, il a une idée. Venez demain matin, vous allez faire des encens. Le pourquoi des encens, c'est une question à part. Mais ce qui est clair, c'est qu'il pense, il souhaite qu'à travers ça, l'histoire est terminée. Avançons dans les psukim. Deuxième idée de Moshe Rabbeinu. Vaishlach Moshe, toujours au Perek Tet Zayin, chapitre 16, verset 12. Vaishlach Moshe. Ah, pardon, si vous voulez renvoyer la question, j'avais les yeux sur le livre. J'attends quelques petites secondes. Bon, n'hésitez pas à renvoyer. Ah, n'est-ce pas une leçon de diplomatie? Là, peut-être, et vous dites peut-être une idée, là, j'ai pas la tête dans le pourquoi, fondamentalement, de l'actorette. J'entends ce que vous dites, c'est très bien, ça me plaît. Mais ce qui est clair, c'est que derrière cet exercice de diplomatie, comme vous dites, il y a un objectif. L'objectif de Moshe Rabbeinu est de taire la querelle, d'éteindre le feu de cette marloquette. C'est Moshe Rabbeinu, c'est même pas Hachem qui lui dit, va dire à Korach, va à Dato, que demain matin ils vont faire de l'actorette. C'est Moshe Rabbeinu qui a pensé à cette idée. Le pourquoi de cette idée en soi, c'est pas le sujet. Vous avez dit en chiour qu'il faut amener vers la paix. J'y arrive. Donc, est-ce que c'est de la diplomatie? Est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est pour les éclater d'après Rashi? Encore une fois, il y a le pourquoi, le choix de l'idée, et il y a l'objectif. Donc l'objectif, si c'est de la diplomatie, si c'est de la paix, si c'est tout simplement pour, en tout cas, stopper l'hémorragie de la querelle. Première idée de Moshe Rabbeinu. Deuxième idée, chapitre 16, verset 12. Vaishlach Moshe likro le Datan velaviram, et je vais revenir à ce que vous venez de dire. Moshe va chercher Datan velaviram. C'est déjà énorme que Moshe Rabbeinu, qui est le Melech, qui est le roi, qui est le Navi,
qui est comme un père pour les enfants d'Israël, comme une mère pour les enfants d'Israël. Il s'occupe d'eux depuis qu'ils sont esclaves en Égypte. Moshe Rabbeinu dit, Datan Vavira, vous avez un problème? Venez, on va en discuter. Moshe Rabbeinu n'a pas de problème d'ego, de se rabaisser. Alors qu'il a toutes les raisons de les envoyer balader, il va les chercher. Pourquoi va-t-il les chercher? On a vu donc la Gemara, Rashi ramène la Gemara, effectivement on a vu dans un autre chiour, que Moshe Rabbeinu, il ne veut pas entretenir cette marloquette. Il ne veut pas entretenir cette querelle. Donc la deuxième idée de Moshe Rabbeinu, c'est d'aller chercher Datan Va'Aviram. Et Datan Va'Aviram, dans leur arrogance royale, ils refusent. Vayomru l'onale. Ils ont dit non, on ne vient pas chez Moshe Rabbeinu. On refuse de parler avec Moshe Rabbeinu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et ils vont avoir un discours. C'est non seulement qu'ils refusent d'aller voir Moshe, mais ils vont avoir un discours insultant à l'égard de Moshe. Amatmik, qui est l'itanou l'habitez-nous, tu nous as amenés ici, soi-disant, tu vas nous amener en terre de Kénan, mais au final tu nous as amenés ici pour mourir. Kitistarer, alelu gamistarer, et tu veux encore nous monter dessus. Tu nous as même pas amenés sur la terre d'où coule le lait et le miel. Tu nous as rien donné. Deux psukim où ils incitent. N'est-ce pas une énorme risque que Moshe prend dans cette initiative? L'actorette, si j'ai bien compris, n'ont pas été montés. J'y arrive. Nous allons voir l'effet des idées de Moshe Rabbeinu. Ça paraît contradictoire. Si on dit que le premier groupe, c'est pour les défoncer, et Datan Va'Aviram pour faire la paix. Très bonne question d'après Rashi. Très très bonne question. Mais en vérité, la question, elle commence, et j'ai pas de réponse ce soir, je l'ai déjà posé la question lundi, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il essaye de faire la paix avec Datan Va'Aviram et pas avec Korach. Alors peut-être tout ça, c'est de la paix, c'est de la diplomatie. Tout ça est vrai, il faut réfléchir encore. Mais c'est pas sur ce point que je vais m'arrêter, c'est pour ça que je m'étale pas trop sur ça. Mais ce qui est clair, pourquoi la stratégie ne vient que de Moshe Rabbeinu? Parce qu'il vient d'attaquer Moshe Rabbeinu. Parce que le premier pasouk, Vayakumu lifne Moshe. Si vous regardez le deuxième verset de la paracha, Vayakumu lifne Moshe. L'histoire de la querelle commence devant Moshe. Il n'y a pas Aaron, il n'y a pas Yehoshua, il n'y a pas Kalev, Ben Yefoulé, etc. Il n'y a que Moshe. Ils viennent contre Moshe, dans les psukim. Deuxième verset de la paracha. Donc Moshe réagit. Ce qui est clair, c'est que la réaction de Moshe Rabbeinu, c'est pour, encore une fois, apaiser les tensions, essayer de faire la paix, en tout cas, stopper l'hémorragie de la querelle. Ce qu'il y a d'incroyable, donc, Datan Va'Aviram a un discours qui est vraiment insultant à l'égard de Moshe, alors Moshe se met en colère, Vayichar les Moshe Meod. Il prie, et il demande à Hachem de ne pas se tourner vers leur offrande. Incroyable. Ça veut dire, et Rashi aussi qui dit ça, ça veut dire, il leur a dit amenez de la Ktoret, mais là vous commencez à m'énerver. Alors je demande à Hachem qu'il n'accepte pas votre Ktoret. Donc Rashi dit clairement que leur Ktoret au début, elle était positive. Mais bon, je ne rentre pas dans ça. Pasuk Tetvav. Moshe revient vers Korach, Datan Va'Aviram. Vous voulez pas parler? Au moins Korach il entend. Alors il retourne et il parle à Korach. Et il leur dit, il répète la Ktoret. Il leur a déjà dit précédemment. Donc il leur dit, amenez de la Ktoret, on va faire des encens. Après il va chercher Datan Va'Aviram, il veut pas. Moshe Rabbeinu répète l'histoire de la Ktoret. N'oubliez pas, demain matin, rendez-vous chacun avec son encensoir pour faire la Kétoret, les parfums, devant Hachem. Très bien. Incroyable. Enfin, très bien. Korach, Adato, Datan Va'Aviram, réaction de Moshe, faites de la Ktoret. Premièrement. Deuxièmement, appelez-moi Datan Va'Aviram. Ils veulent pas, n'oubliez pas de faire la Ktoret. Pasoukraf. Il y a aussi la place d'Hachem dans tout ça. Vayera Kevod Hachem. Hachem parle à Moshe et à Aaron et il leur dit, éloignez-vous de cette communauté, je vais tous les exterminer en un instant. Et il prie, Vaïpelou Alpele Moshe Aaron, il prie, Eloké Aruchot, il y a une fila incroyable.
Akadosh Baruch Hu poursuit son discours et il dit à tout le monde, éloignez-vous de Korach Va'adato jusqu'au chapitre 17. Donc il y a toute la... avant la fin du chapitre 17, la mort des 250 hommes. Voilà, incroyable. La terre avale Korach. Elle va avaler... comment c'est écrit? Va écrire le Ténéber. Va tiftach haaretz et pia. La terre ouvre sa bouche. Va tivla otam et batem. Et la terre les avale. Donc au final, ils vont tous mourir. Va tochal et achamishim. De même, il y a un feu qui va dévorer les 250 hommes. Incroyable. Premier, j'ai fait un court résumé, je sais que vous le savez, donc on va avancer un peu, de ce premier chapitre. Pour moi, Moshe Rabbeinu, d'un côté, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il fait tout pour faire la paix, pour calmer la marloquette, mais au final, il a échoué. C'est un échec. Parce qu'au final, Korach, Datan, Va'aviram et les 250 hommes, ils vont tous mourir. Donc l'actorette, si elle avait un sens positif, ça n'a pas marché. La tentative de paix avec Datan, Va'aviram n'a aussi pas marché. Donc les deux idées de Moshe Rabbeinu aboutissent à un échec. D'un côté, on voit que Moshe Rabbeinu, c'est immense ce qu'il fait. De parler avec Korach, d'aller chercher Datan Va'aviram, de leur dire d'apporter de la Kétoret. C'est énorme ce qu'il fait. Mais au final, en simple, le résumé de ce chapitre, pour moi, il est on ne peut plus dramatique. Tout ce qu'il fait, c'est un échec. Au final, ils vont tous mourir. Donc il a loupé. Alors c'est vrai que l'hémorragie de la marloquette s'arrête. Pourquoi un échec, s'il vous plaît? Il faut un partenaire pour la paix, s'il n'y a pas de partenaire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais sauf. Au final, sa Ktoret, elle les a tués. La paix qu'il a essayé de faire avec Datan Aviram, ça n'a pas marché. Au final, tout le monde meurt. Donc Moshe Rabbeinu, il a échoué. D'un côté, on voit la grandeur de Moshe qui s'investit tellement. C'est la volonté d'Hachem qui s'est exprimée. Mais la réussite de nos entreprises n'est pas entre nos mains. J'aime pas vos discours ce soir. J'aime pas. C'est leur libre arbitre. À eux, je ne comprends pas. Vous êtes tous d'accord pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur mon constat. Rabotaï, c'est très simple. Til Gadol adore. Til le plus grand des prophètes. Sa mission, c'est de gérer le peuple. Et il le mène à très bien, Moshe Rabbeinu. Maintenant, tu as 253 personnes qui te cassent les pieds. Si la fin, c'est que les 253 meurent, t'as échoué. Je suis désolé, t'as échoué. Bien sûr qu'ils ont un libre arbitre. Et je suis sûr, et je n'ai aucun doute, que Moshe Rabbeinu, il s'est positionné au-dessus du libre arbitre de Korach, Datan, Aviram. Il a tenté, il s'est pas dit, bon, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait une tentative, bon, je vais faire une tentative. Alors à chaque fois que l'Israël faute, Moshe aussi, c'est grave, bien sûr, mais c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il prie. D'ailleurs aussi, ici, il prie. J'étais très vite dans la prière, qui a marché, peut-être la seule chose qui a marché, enfin, sans doute la seule chose qui a marché chez Moshe Rabbeinu, et c'est énorme. C'est cette fille-là, regardez le Pérek Tetzaïl, Passouk Rav Bet, mais je ne vais pas en parler ce soir. Moi, je vois un Moshe Rabbeinu qui est immense dans sa démarche de modestie, d'humilité, d'aller vers l'autre, etc. Mais je vois qu'au final, c'est un échec. Quelle est sa réaction face à tête? Voilà. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Pouvons-nous reformuler en disant que dans son leadership, Moshe n'a pas abouti? Si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça. Dans son leadership, il n'a pas abouti. Alors, et c'est là que je vais en arriver, comment Moshe Rabbeinu, il a réagi face à son propre échec? Comment il est parti dormir la nuit? Il dit à sa femme, à ses enfants, à ses élèves, à ses yeshivas, Rabotaï, j'ai essayé de faire la paix avec l'autre. Ok, il n'y a pas d'oreille. Ok, il veut pas. Quoique Korach, il discute avec Moshe Rabbeinu. On le voit déjà dans la paracha. Mais il dit, au final, vous savez, demain, il y a 253 lévayotes, ils sont tous morts. Bon, bah, t'as un échec. T'as pas réussi. Si t'as un problème avec ta femme, et au final, Chazve Khalila, l'un ou l'autre, il s'en va, il claque la porte, bon, t'as pas réussi à faire le shalom. T'as pas réussi.
T'as pas réussi. Alors bien sûr que l'autre il a son libre arbitre, mais il faut se mettre au-dessus. Il faut pas se mettre au niveau du bal marloquette. Il faut être au-dessus. Tu attrapes ta femme, tu la cloues contre le mur, tu te débrouilles et on va faire le shalom. Tu prends ton mari, tu le cloues, je sais pas où, Chazoué Shalom pas sur un poteau, mais je sais pas, tu te débrouilles, mais tu te débrouilles, il faut arriver au shalom. Ici, moi, ce que je vois, l'analyse simple, il essaye de faire le shalom, il n'arrive pas à faire le shalom. Comment il réagit? C'était peut-être insoluble et il le savait. Alors ça, c'est encore plus fort. Parce que s'il le sait, et je vais aller aussi dans ce sens, là, ça me plaît bien. Il sait que ça marche pas, et pourtant il le fait quand même. Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Alors une partie du shiur, ce sera ce soir, et une partie du shiur, ce sera Shabbat matin. Je peux pas, en moins d'une heure, faire 3 shiurim ou 4. Pardon, excusez-moi, mais on va s'arrêter sur un point. D'abord, quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Rabotai, venez, on avance. Pour moi, c'est un truc de ouf. Voilà, oui, ça n'a pas abouti. Alors on peut dire, oui, ah bah, tout là. Mais pourquoi? Et puis qu'est-ce que ça nous apprend? Comme Moshe. Parce qu'ici, c'est pas l'échec de quelque chose de négatif. Lorsque Moshe Rabbeinu, il y a une partie qu'on fait pour soi et une partie pour l'autre. Ok, on va y arriver. Chazak, chazak. Alors c'est quoi la partie pour soi? C'est quoi la partie pour l'autre? On va avancer dans les psukim, on va voir que l'échec, d'abord vous allez voir, c'est les psukim, hein, vraiment, l'échec de Moshe Rabbeinu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire d'abord Moshe Rabbeinu il continue. Alors avançons un peu dans les psukim, avançons, Vaïdaber, on avance. Ah maintenant c'est Hachem qui intervient pour la deuxième fois. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et il dit, et Moshe dit à Hachem, pardon, Hachem dit à Moshe, de dire à Elazar, de prendre les encensoirs et martot achataïm aele, de prendre les ascensoirs de ces fauteurs et d'en faire une couverture sur le misbéach. Ils vont ramasser tous ces encensoirs de ces impies, de ces réchaïm, et on va les mettre sur le misbéach. Déjà, c'est incroyable. On ne prend pas l'arme de l'ennemi pour la coller sur le misbéach. Alors ça veut dire que l'actorette, elle était positive. Et c'est ce et Elazar s'exécute. Vaïkach Elazar et Martata Nechoshet. Il va prendre les encensoirs. Vaïra Kerum Tsipouille la misbéach. Et on va prendre tous les encensoirs et on va les mettre autour du misbéach. On va recouvrir, on va plaquer le misbéach des encensoirs de ces hommes impies. La Torah le dit Martot Achataï Maële. Et pourquoi? À quoi ça sert? La Torah elle dit. Ce sera un souvenir zikaron livne Israël leman asher lo yikram Israël asher lo Israël ou l'actikton livne asher lo velo yekel. C'est pour se rappeler de ne pas être un korchiste, de ne pas faire comme Korach. C'est-à-dire que tous les jours qu'on va au Beth Amikdash, on voit le misbéach, on voit les encensoirs de Korach. On dit, ouh, il faut surtout pas être un querelleur comme Korach. Donc la Torah dit clairement que le tsipouille la misbéach, c'est-à-dire prendre les encensoirs et les plaquer sur le misbéach, c'est pour se calmer, pour calmer tout le monde. Rabotai, le passouk d'après. Vaïlonu kol adad ben Israël mimachorat al Moshe ve'al Aaron les morts atem emitem et Hashem. Le peuple se plaint. Mais alors ces martotes là qu'on les a mis sur le misbéach, vous comprenez? Je sais pas, c'est tellement ouf ce qui est écrit ici. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu dit, prends les martotes, mets-les. C'est comme une pancarte. Pas de querelle, ne soyez pas comme Korach. Donc même l'idée d'Akadosh Baruch Hu de prendre les martotes et de les mettre sur le misbéach, ça a servi à rien. Vaïlonu kol adat kol Israël. C'est pas, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, Korach, oh là là, il a exagéré, et puis c'est vrai, bon, d'accord, on n'est pas content sur Moshe Rabbeinu, mais de là à lui faire la guerre, non, vaïlonu. Et ils lui disent même, Atem emitem et am Hashem. Et le peuple dit à Moshe Aaron, c'est vous qui avez tué Korach Va'adato. Bon, alors ça sert à rien tout ça. Je comprends pas. À quoi ça sert? Et ça s'arrête pas là. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Hachem il s'énerve encore une fois. Enfin, ici c'est pas qui s'énerve. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem il dit à Moshe, éloignez-vous de la communauté. Et il va y avoir une magéfa violente, c'est-à-dire une épidémie violente. Et la Torah dit que dans cette épidémie, il va y avoir 24 000 morts. Mais on a pris les rikou et pachim, on a pris les martotes pour les mettre sur le misbéach.
pour calmer encore plus. Mais j'ai l'impression que plus on calme, plus ça excite. Ces martotes-là, qui au début étaient l'idée de calmer la querelle, vont se retrouver à exciter encore plus. Il devait y avoir seulement 253 morts, ça veut dire Korach, plus Datan Aviram, plus les 250 Raché Sanédraot. Au final, le peuple s'excite et on lui dit à Moshe, tout ça c'est ta faute. Mais alors rien n'a servi à rien. Même l'idée d'Hachem, elle n'a servi à rien. Chas Shalom. Vous comprenez mon problème? Et c'est pas fini. Parce qu'il écrit un peu plus loin. Oh, qu'est-ce qui se passe après? Ben, il dit Vav, on peut pas lire toute la paracha, il faut qu'on dise quand même une idée. Ben, Hachem el Moshe. Ah oui, après il y a l'idée des bâtons. Où c'était avant? C'était Ah oui, après il y a le bâton de Aaron qui va fleurir. Et puis on met des fleurs, voilà, peut-être ça va calmer le jeu. Vayom Roubé Israël el Moshe, encore ils reviennent. Chapitre 16, pardon, 17, chapitre 17, verset 27. Hed Gavadou, Avadou Kulam, encore il râle. Et encore il râle. Le Rabbi Ayahu Rabotai, mais jusqu'où ça va? Et au Perek Yutret, Pasuk Rav Zayin, où je l'ai déjà lu. Perek Yutret, Pasuk Rav Zayin. Non, c'était ça, pardon. C'était Pasuk Yud Zayin, Pasuk Yutret. Encore les bénis d'Israël, il râle. Bekitsour. Moi, la question, d'abord le constat, je vois qu'au final, rien n'a servi à rien. Alors, il faut le faire. Et il faut continuer. Et Moshe Rabbeinu ne baisse pas les bras. La réaction de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il ne baisse pas les bras. Mais ce que je veux comprendre, vous vous dites, ils ont leur libre arbitre, c'est des réchaïm. Bon, mais Moshe Rabbeinu, il sait tout ça. Et pourtant, il tente. Donc, la tentative de Moshe Rabbeinu, c'est avec le savoir qu'en face de lui, il a des idiots, d'après Rashi, peut-être pas tous, mais en tout cas, il a des balles et marloquettes. Donc, il tente. S'il tente, c'est qu'il se dit, il y a une chance de réussite. Il va pas à l'échec direct, sinon on tente pas. Voilà, c'est ça mon problème, mon Rabbi Rabotai. La question que je comprends pas, c'est-à-dire jusqu'où il faut tenter d'apaiser les querelles, jusqu'où il faut tenter de revenir au shalom. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'humain, le Yehush, exactement. Il n'y a pas de Yehush. Ça, c'est la réaction par rapport à une des questions de tout à l'heure. Je ne dis pas systématiquement les noms, je ne sais pas si vous voulez pas bien que vos noms soient affichés, alors on va dire les noms. La question tout à l'heure de Madame Bokhara, c'est que la réaction de Moshe, Moshe Rabbeinu, voilà, il n'y a pas d'Youch. Mais hier, vous posez une très bonne question, une très bonne affirmation, il n'y a pas d'Youch. Moshe Rabbeinu dit, moi, je tente. Tant qu'ils sont pas morts, ils sont pas morts. Là, ils sont morts, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est sûr que dans la vie, moi, je dois faire ce que j'ai à faire, indépendamment de l'effet, indépendamment de la réussite, indépendamment, ça dépend pas de moi. Vous vous dites, il y a le libre arbitre, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Sechej Bonot. Mais c'est intéressant, c'est que vous acceptez que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait d'erreur. Pourtant, c'est lui qui a innové, tel que si on prend les psukim à la lettre, c'est dangereux d'ailleurs, c'est lui qui a innové cette histoire des martotes. Allez, venez faire de l'actorette. Razal, il demande pourquoi il a dit l'actorette. Bon, en tout cas, Moshe Rabbeinu, donc il n'a pas fait d'erreur. Moshe Rabbeinu, parce que quand il fait des erreurs, on va le dire, il a frappé le rocher, etc. Bon, mais bon là, Baruch Hashem, il n'a pas fait d'erreur. Ça veut dire que même quand on fait quelque chose sans erreur, c'est pas systématiquement que ça va marcher. Je fais juste un constat des questions et des réactions si enrichissantes que vous m'avez fait part ce soir. Donc Moshe Rabbeinu n'a fait aucune erreur et pourtant il aboutit à l'échec. Alors soit vous dites c'est le libre arbitre comme il a dit Rabbi Adam tout à l'heure, soit ils ont leur choix, etc. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, ce qui est clair, il tente plus d'une fois, il s'en prend plein la tête de Korach, de Datan Aviram, du peuple. Au final, il a tout le monde contre lui. Plus il avance, plus il se prend des baffes, mais il baisse jamais les bras. Ça, c'est juste, c'est énorme. Vous avez raison, Béliard, de dire ce que vous dites. C'est juste. C'est pas bon, il n'y a plus rien à faire, tant pis. Dans cet échec des exercices de Moshe Rabbeinu, je me suis posé une question, une analyse.
il y a, quelle est la réaction de Moshe, jusqu'où il faut aller. La réaction d'Hachem, elle est très intéressante. Les midotes de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte, les midotes qu'il faut pour dire, allez, on va essayer, ça n'a pas marché, allez, on va essayer encore une fois, on va chercher une idée. Moshe Rabbeinu, il n'a rien fait, c'est lui qui doit chercher les idées. Ok. C'est comme dans un couple, monsieur n'a jamais rien fait, mais c'est quand même lui qui doit chercher les idées, la clé du bonheur, et la même chose pour madame, bien évidemment. Je me suis posé une question toute simple. Mais vraiment encore plus simple que celle-là. Excusez-moi, je rigole de moi, excusez-moi. Je me suis posé une autre question. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais alors je comprends pas. Moshe Rabbeinu, je m'inspire de la question du Or HaChaim Akadosh au début de Parashat Shelach sur les explorateurs. Moshe Rabbeinu, il a de bonnes idées. Pourquoi ça marche pas? Il est où le problème? On est obligé de faire une analyse. Alors de dire que l'autre c'est un idiot, peut-être, vous avez raison, peut-être c'est ça la réponse. Mais pourtant, mon cher Rabbeinu, il tente. Il dit, si c'est un idiot, c'est un maboul, c'est des chataïm, et parmi eux, il y a du shtout, il y a de la folie, ils ont des mauvaises midotes, la jalousie, le kavod. Pourtant, mon cher Rabbeinu, il tente. C'est énorme ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, chasvé shalom, d'avoir un problème de querelle avec quelqu'un, et vous rendez compte et vous avez essayé de faire le shalom, si c'est entre vous et une personne, ou si c'est entre deux personnes, vous connaissez deux personnes qui ont un problème, puis vous essayez de faire le shalom, et puis vous vous rendez compte que ça marche pas. Mais à un moment donné, on se pose la question, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ce qui fait Moshe Rabbeinu, ça marche pas? Pourquoi tout ce qu'il propose, c'est quoi le problème? Mais il n'y en a pas, parce qu'il propose des choses. Mais je vous dis même la proposition d'Hachem. Hachem, il a dit, on va prendre les encensoirs, on va recouvrir le misbéach. Même ça, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi on n'arrive pas? Mais alors, pardon, parce que j'aime beaucoup parler du couple. C'est un sujet qui me tient à cœur et à esprit. Et puis, la marloquette, on la trouve beaucoup dans les couples. Pourquoi on n'arrive pas à se calmer dans les couples? Pourquoi il y a tellement de marloquettes? Pourquoi il y a tellement, chasvé shalom, de divorce? Y a-t-il une vraie solution face à la querelle du querelleur? Alors, Chazak ou Baruch, c'est Rabbi Yonatan ou c'est Madame Bokhara? Bon, c'est la famille Bokhara. Pour pas que je fasse d'erreur dans les noms, si déjà je dis les noms. Alors, en tout cas, le nom qui s'affiche, Jonathan Bokhara, mais c'est ça la question. Mais c'est ça la vraie question. Ah, mais d'un autre côté, c'est encore pire, parce que si on dit qu'au final, il n'y a aucun moyen de faire le shalom, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de le faire. Parce que c'est ça qui fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il tente le shalom, mais au final, il n'y a pas de solution. Peut-être que c'est grâce à cet épisode, en tout cas, moi, c'est grâce à cet épisode de Moshe Rabbeinu que j'ai compris qu'il faut tenter, même si tu sais d'avance que ça ne va pas marcher. C'est un truc de ouf, je ne sais pas si vous voyez le truc. Tu sais très bien que tous les efforts de rétablir une relation pacifique, politique, je reprends votre mot, etc., tu sais très bien que ça ne va pas aboutir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter. Ah, il faut comprendre la logique de ça. Que je vais tenter quelque chose qui ne marche pas, on n'est pas des oufs. Moshe Rabbeinu, c'est pas un ouf. Bon, Rabotai, je vais essayer de faire la paix avec Korach, mais je sais très bien que ça ne va pas marcher. Alors pourquoi il faut essayer de faire la paix si ça ne marche pas? Je veux comprendre. N'est-ce pas que ne concerne pas, nous devons tenter. Point. Le reste, ok. Non, mais si on dit, comme a dit Madame Carr, si on dit que d'avance, on ne peut pas régler le problème, Hachem, il ne va pas nous demander de faire des choses qui servent à rien. Alors à quoi ça sert de tenter quelque chose qui reste? Vous avez raison, moi, je dois faire ce que je dois faire, et la réussite, c'est à Kadosh Baruch. Attention, j'ai déjà dit, je reviens sur le couple. Dans le couple, c'est pas comme ça. La tentative est illimitée jusqu'à ce que tu trouves le moyen de rétablir le shalom. On peut pas vivre en marloquette avec sa femme, Kamouvad, et avec son mari. Bon, on va pas revenir sur le chiour de lundi, mais bravo Rabotai, non, moi je vais comprendre pourquoi ça n'a pas marché. J'entends vos questions, elles sont très importantes. Pour ne pas être dans la marloquette, j'essaie pour me préserver du feu. Chazak, ça on va parler Shabbat, Blineder. Ce soir on va pas dire cette idée. Mais gardez-la, c'est un trésor, vous dites. Ça c'est le chiour Shabbat, Blineder. On va développer, on va aller dans ce sens, Blineder.
Mais la question que j'ai, c'est pas pourquoi Moshe il tente. La question que j'ai, c'est pourquoi ça n'a pas marché. La question pourquoi il tente, on verra Shabbat Bli Neder. Mais pour le petit quart d'heure qui nous reste, comment Moshe Rabbeinu, un chef, a pu provoquer ces comportements? Pourquoi vous dites que c'est Moshe qui provoque ces comportements? Pourquoi c'est Moshe? Ça c'est eux. Oh, ouh là là là, là vous touchez un peu, vous touchez un peu. Alors à Motaï, on va avancer un petit peu. Vous comprenez, moi je veux savoir, moi j'ai besoin de me faire une raison. Je sais pas vous dans votre vie ou dans votre Torah, dans votre travail, etc. J'ai besoin de me faire une raison pourquoi ça n'a pas marché. Alors vous allez me dire là aussi. Tout à l'heure vous avez parlé du libre arbitre. Là vous allez me dire, bah c'est la Emouna, c'est comme ça. Mais tu fais ce que tu as à faire. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est Hachem. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça? Tout d'un coup, on est des grands croyants, on est des grands minimes. Ah bah, il n'y a pas de problème. Mais alors, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, Meyer. Là, il n'y a pas d'Iouche. Bah, moi, je tente, ça marche pas. Ah bah, Cham, il n'a pas voulu que ça marche, c'est tout. Je continue à sourire et j'avance dans la vie. Peut-être, c'est une façon de voir les choses. Mais moi, je veux comprendre, peut-être il faut pousser le, le curseur de la Emouna un petit peu plus loin. Et avant d'être Mahamid, est-ce qu'on peut dire que Moshe s'est trompé? Ça n'a pas l'air qu'il s'est trompé. Puisque d'abord, je vous dis, mais même ce que Hachem a proposé, ça m'a l'air, hein, peut-être je me trompe complètement. Moshe, il s'est pas trompé. Moi, c'est sûr que je me trompe, j'ai pas même besoin de vous le dire. Mais en tout cas, comme ça paraît dans la paracha. Vous comprenez? Quand il y a une marloquette autour de nous, on a une responsabilité. Je réfléchis. Lorsqu'il y a une marloquette autour de nous, on a une... Pas du tout. Vous savez pourquoi? Pas toujours. Attention. Bien sûr, si celui-là et l'autre, je le nargue et je l'excite et je le taquine et je l'énerve, oui. Mais des fois, vous avez rien fait, l'autre, il vous tombe dessus comme ça, vous savez pas d'où il vient. Sakadosh Baruch Hu, le Chafetz Chaim, il dit, on a déjà ramené, bon, il faut écouter ce shiur à la suite du shiur de celui de lundi, sur YouTube et sur le site de la Yeshiva, la querelle Marloquette Parashat Korach. Mais des fois, on n'a rien fait. Le Chafetz Chaim dit ça que je crois, il t'envoie un Hodesh, il t'envoie une Kapara. Tu sais même pas d'où l'autre il vient, tu sais même pas, tu rentres chez toi, l'autre il te tombe dessus, ou tu es dans la rue, l'autre il s'écrit, qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai rien fait, je sais pas de quoi tu parles. Bon, on n'est pas, non, on n'est pas toujours responsable. Ça dépend, il y a des cas où on est responsable. Bien sûr, si on parle mal à sa femme, alors on est responsable qu'après elle s'énerve ou qu'après elle n'est pas gentille. Si on n'arrête pas de critiquer son mari, là, bah, après il faut pas se poser des questions pourquoi il nous parle plus ou je sais pas quoi. Des fois, oui, on est la cause de la marloquette. Des fois, on n'est pas du tout la cause. Des fois, on est vraiment. On est à des années-lumière. Bon, Révé Rabotaille, pourquoi ce que Moshe a fait, ça n'a pas marché? Je sais pas. Mais je vous propose une réflexion. Je vous propose la réflexion suivante. Il y a un grand problème. Pas chez Moshe Rabbeinu. Et ce problème, on va le découvrir dans le texte fabuleux de Rabbi Rouham. Rabbi Rouham, dans Da'at Torah, il va développer une idée que j'utilise pour répondre à cette question, que je vais traduire un petit peu en mes mots. Rabbi Rouham, au Perek Tetzaïn, Pasuk Aleph, Vaikar Korach. Il ramène ceux qui ont Da'at Torah, le livre de Rabbi Rouham, Da'at Torah, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, en tout cas Da'at Torah, page Kouf Nun-Tet. Il ramène le Ramban. Le Ramban dit quelque chose d'incroyable. Tout d'un coup, la Korach, il arrive et il se bagarre contre Moshe Rabbeinu. Ça vous paraît pas bizarre, nous dit le Ramban, que Korach, il débarque, Korach, il arrive, et puis Korach, il dit « Ouais, il y a la barre de Moshe Rabbeinu ». Si c'est comme ça qu'il a parlé, peut-être qu'il n'a pas parlé comme ça. Bon, ça c'est encore un autre chiour. Mais Kitsour, le Ramban dit que la jalousie de Korach, elle a commencé. J'ai pas fait le calcul, c'est tellement énorme, j'ai pas fait le calcul du temps, quand ils étaient encore au Har Sinaï. Là, ils sont partis du Sinaï. On a appris l'histoire des explorateurs. On a appris une version. Ça veut dire que depuis le Har Sinaï, Korach, il a un problème avec Moshe Rabbeinu. Ah, pourquoi tout d'un coup il s'excite? Là, on a l'impression, on est tranquille dans le désert. Bam! Korach, il lui tombe sur Moshe. Il dit le Ramban, c'est pas spontané et voilà, paf, tout d'un coup il explose. En vérité, Korach, sa jalousie, il se la traîne depuis le Har Sinaï. Seulement, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'ici, il s'est retenu. Il s'est retenu. Voilà. Asbet Iwareuto. Pourquoi? Pourquoi il s'est retenu? Il fallait que Moshe agisse plus tôt. Mais ça, Moshe, il n'a pas vu. Moi, je sais pas. Moi, je vois quelqu'un, bonjour, shalom aleichem, tout va bien, ça va. Tu veux me faire la guerre? Il fait, pour qui tu m'as pris? Moi, je vais pas aller au-devant d'une personne et lui demander s'il veut me faire la guerre. Peut-être oui. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut me faire la guerre, qui va me le dire tout de suite, plutôt que d'attendre que ça explose. Apparemment, il n'y avait pas d'indice
Il n'y avait pas de symptômes reconnaissables pour dire, tiens, ils vont me faire la guerre. Bon. Pour Moshe, ça a l'air d'être une surprise, comme ça a l'air dans les psukim. Parce que Vaishma Moshe Vaipol al Panav. Ah, alors il dit le Ramban, et pourquoi Korach, il n'a pas réagi jusqu'à... Alors pourquoi tu attends pour t'exciter? Si tu veux faire la guerre, fais-la tout de suite. C'est incroyable la question. Ah ben, je suis un sadique une semaine et j'explose la semaine d'après. Le Ramban, il dit en vérité, Korach, il a explosé depuis longtemps. Mais pourquoi il n'a pas exprimé sa querelle auparavant? Il dit Korach. Il a dit, je dis rien. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert du Sinaï, il n'y avait aucun problème. Tout allait bien. Même la faute du Hegel, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Là, à cause de lui, il y a plus de morts que dans le Chet Hegel, nous dit le Ramban. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il a prié, et voilà que les béné Israël, Ayu Oavi Moto Kenafsham Veshomi Belav. Korach, il a vu que le peuple, il est soumis à Moshe. Que le peuple aime Moshe. Si à ce moment-là, Korach, il avait ouvert sa bouche, alors, tout le monde lui serait tombé dessus. Kolam Ayu Am Soklimoto. Ça veut dire que Korach, il est tellement vicieux qu'il attend le moment propice. Il fait de la politique pervers, à l'envers. Ouais, ça va Korach? Ouais, Baruch Hashem. Attends, j'attends le moment de te défoncer. Voilà ce qu'il dit Korach à Moshe. Et il a vu que le peuple, il attend la faille. Mais regardez jusqu'où elle va cette faille. Mais lorsque maintenant ils sont dans le désert de Paran, et il y a eu la semaine dernière dans Parashat Shelach, et il y a eu dans Béalotra, il y a déjà eu quelques problèmes dans le peuple. Une fois ils veulent de la viande, une fois ils râlent, etc. Il y a déjà eu... Alors Moshe Rabbeinu, il est un peu fragilisé dans sa position. Et il y a eu les Meraglim, etc., etc. Tout est très intéressant, je suis obligé de dire plusieurs, etc. Alors il a vu que le peuple, il sent que le vent commence à tourner contre Moshe. Azaïtanefesh kolam bara. Là, il sent que les bénis Israël, ils commencent à être un peu mécontents de Moshe Rabbeinu. Alors Korach, il a trouvé la faille pour se quereller. Vous vous rendez compte de la perversion de Korach? Dora Ayom, ce qu'il dit le Ramban. T'as un bonhomme, ça fait des années qu'il veut te défoncer. Mais comme tu es apprécié du peuple, si c'est dans la communauté, dans la famille, tu es apprécié de ton entourage, si je te fais la guerre, je vais me faire ramasser. Alors j'attends de voir que dans ton entourage, ça se fragilise. C'est ça la faille que Korach il cherche et il trouve chez Moshe. Il dit là, oulala, il commence à avoir des catastrophes. Mais donc la révélation de Moshe est plus un loti comme le titor, plutôt que Rezifat Shalom. Pourquoi c'est un loticom? J'ai pas compris. Pourquoi vous dites que Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est un loticom? Pourquoi vous dites que Moshe Rabbeinu, il se venge pas? Il essaie de faire la paix. Il propose plein de choses. Non, il se venge pas du tout. Moshe Rabbeinu, lui, il continue sa mission et c'est pas facile. C'est pas une mission. Le métier le plus dur au monde, c'est d'être Rav Keila ou Rosh Yeshiva. C'est un métier qui est très difficile. Bon, Moshe Rabbeinu, il a eu ses années de gloire, et puis maintenant, il est plus dans la... comment ils disent, là, les statistiques, etc. Il dit, bon, ah ben voilà, il est plus dans ses années de gloire. Ah ben alors maintenant, tous les opposants, ce que j'appelle les cafards de la société qui manifestent comme des sauvages, eh ben maintenant, ils ont trouvé, ils étaient bien contents pendant plusieurs années, maintenant, on t'aime plus, alors on va te dégager. Voilà, ça, c'est Korach. C'est ça, la marque loquette. Ça, c'est le Ramban. Il dit Rabbi Roucham, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Korach, il attend de voir que Moshe Rabbeinu, il est affaibli dans sa position. Alors Korach, il va utiliser toutes les failles, il va utiliser tous les épisodes malencontreux, et il va dire à Moshe, c'est de ta faute. Il dit Rabbi Roucham, Vechi Moshe ou agorem laem lipol pigrem bamidbar kisneo toze alze. C'est la question inverse de Madame Tzipora. Vous l'avez dit en affirmatif, le Rabbi Roucham, il en fait un interrogatif. Il dit, mais je comprends pas. Je suis pas responsable s'il se tape dessus. Je suis Moshe Rabbeinu. Dans le peuple, il y a des équipes et il y en a qui se tapent dessus. Alors Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Moshe, il fait, tout ça c'est de ta faute. Moshe Rabbeinu, c'est de ma faute. C'est tordu. Alors moi, Moshe Rabbeinu, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Je vous ai aidé en Égypte. Je vous ai aidé à Matan Torah, on est dans le désert, le voyage continue. Mais maintenant, imaginez, il y a deux imbéciles dans la classe qui se disputent. Ils se disputent, ils se cassent la figure, ils sont renvoyés de l'école.
Il y en a un troisième, il vient et il dit tout ça, c'est à cause de la maîtresse. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Moi, j'ai donné des punitions. S'il faut en donner ou pas, c'est pas le sujet. J'ai promis des récompenses, j'ai fait des concours, je me suis donné au mieux. Maintenant, parce qu'il y a deux imbéciles, toi, tu récupères les deux idiots pour me défoncer. Mais je suis aucunement responsable. Non seulement que... Alors, il y a des fois oui, des fois non. Mais Korach, il va faire porter le chapeau de tous les problèmes d'Israël à Moshe Rabbeinu. Et donc, il va utiliser... Il va dire, et là-bas, Moshe Rabbeinu, il fait que des problèmes. Mais c'est pas... Mais pourquoi Moshe ne se défend pas de son attaque de cœur au peuple plutôt que de tenter la paix? Comment on se défend d'un Baal Marloquet? En vérité, le Midrash, il dit qu'il y a eu une discussion. Mais déjà, on le voit dans les psukim. En vérité, il a essayé un peu. Il a un peu essayé, en vérité. C'est comme il reste pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que Korach, il utilise les deux idiots de la classe pour dire, et là-bas, la maîtresse, elle est tordue. Quel est le rapport? T'es pas un peu malade? Ah, et là-bas, tu fais de la récup. C'est en vérité, depuis le début de l'année, t'aimes pas la maîtresse, mais tu dis rien parce qu'elle aimait de toute la classe. Mais quand tu commences à voir qu'il y a des idiots en classe, ça bouge. Alors tu vas dire, et là-bas, la maîtresse, elle est tordue. Mais ça, tu le pensais déjà avant. Korach, il récupère des épisodes malencontreux pour lesquels Moshe Rabbeinu est aucunement responsable, et il va tout renvoyer à la tronche de Moshe. Ça, Rabbi Yocham, il dit, c'est insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il donne un machal. Il donne une allégorie. Il dit voilà qu'il y a un homme qui est malade. Chasvé shalom. Il va chez le médecin. Et le médecin, il va lui donner un remède. Il faut prendre ça 3 fois par jour, etc., etc. Et le médecin est un grand médecin. Mais voilà que le malade n'a pas écouté ce que le médecin lui a dit, les recommandations du praticien. Et il n'a pas fait exactement ce que le médecin lui a dit. Et à la fin, il meurt. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est à cause du médecin qu'il est mort. Parce que le médecin, il lui a pas donné le bon médicament. Pas du tout. Si monsieur, il est mort parce qu'il n'a pas écouté. Si jusqu'à maintenant les idiots, ils se disputent, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il n'est pas responsable. Mais Korach, il va renvoyer l'échec du peuple à Moshe. Alors Moshe Rabbeinu, il va lui dire, moi, j'ai pas échoué, moi. Moi, j'ai pas du tout échoué. Et je vais continuer. Et même là, vous m'avez pas écouté, en vérité. Pourquoi? Il finit avec une phrase extraordinaire. J'adore cette phrase. Toleha hacham bezulato velo beatzmo. Zot ra'at ha'adam. Le drame, c'est pas que tu fais de la querelle. Le drame, c'est que tu penses que le problème que tu as dans la vie, il est à cause de l'autre. Tant que l'homme dans sa vie pense que les problèmes qu'il a, c'est à cause des autres, il va droit dans le trou, dans la terre qui va s'ouvrir et qui va l'aspirer et qui va l'avaler. Le problème de Korach, vous vous rendez compte de la finesse de ce qu'il écrit sur Rabbi Yerucham, la puissance. Tant que tu penses que ton problème c'est l'autre, tu n'iras jamais mieux et tu vas finir là où personne ne veut finir. Et ça, cette maladie-là, de dire que mon problème, que le problème que j'ai dans la vie, que l'origine de mon problème c'est l'autre, c'est le propre même de la querelle. Le propre même de la querelle, c'est de dire que le problème que j'ai et le problème que tout le monde a, c'est à cause de Moshe Rabbeinu, c'est à cause de l'autre. Korach, il est partisan d'un système qui voit des problèmes chez les autres et que c'est les autres qui lui causent des problèmes, mais que lui, il n'est pas un problème. Celui qui pense qu'il n'est pas un problème et que tous les problèmes qu'il a, c'est à cause des autres, c'est ça la querelle, c'est ça la marloquette. La marloquette, c'est pas parce que je suis jaloux. Oh, t'as une meilleure place que moi. Oh, t'as une meilleure paye que moi. C'est pas ça. Korach, il est en train d'enfoncer Moshe Rabbeinu dans un trou. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit à Hachem, il y a une seule chose qui peut peut-être le sauver, c'est le trou. Qu'il est en train, c'est Korach, il est en train de creuser un trou pour faire tomber Moshe Rabbeinu. Et Hachem, il dit, le trou qu'il fait pour moi, fais-lui cadeau à lui. C'est peut-être là-bas qu'il va faire tchouva, et peut-être que grâce à ce trou, il va aller au Lamaba. En vérité, la Gemara dit que tous les jours dans ce trou, Korach, il dit, Moshe, il avait raison, Moshe, Emen, Vetorato, Emen, la Gemara dans Sanhedrin. Peut-être oui, ça a marché un peu, peut-être qu'au final, ça a vraiment bien marché. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen de taire une marloquette. Il n'y a pas d'autre moyen.
Parce que tant que l'autre, il pense que je suis un problème pour lui, tout ce que je vais essayer de faire pour lui demander pardon, pour m'excuser, pour essayer de rétablir, il va dire ouais mais t'as un problème. Il va toujours finir son discours en disant ouais mais t'as un problème pour moi, t'existes, t'as un problème. Donc en vérité, il n'y a pas de shalom possible. Avec le Baal Marloket, il n'y a rien à faire. Il y a une seule chose qu'on a le droit de faire, il dit le Chafetz Chaim, c'est de dire du Lachonara sur lui, Moutar Lomar Lachonara al Baal Marloket, et de dire à tout le monde attention, là-bas, il y a un trou. Là-bas, ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là, elle va vous amener dans le trou, mon Rabbi Rabotai. C'est dramatique. C'est dramatique. Vezot ra'at ha'adam. Zot ra'at ha'adam. Voilà. Ça, c'est le pire pour l'homme. Ce concept, cette chita, que mon problème, la source de mon problème, c'est toi, c'est l'autre, ça, c'est la pire chose dans laquelle l'homme il peut tomber dans sa vie. C'est la pire erreur. C'est le pire des mensonges. Et sur ça, il n'y a pas de remède. Même une bonne baffe, ça ne va pas le réveiller, le gars. Et c'est pas fini, nous dit Rabbi Yerucham. Sur le passouk d'après, Perek Tet Zayin, passouk Aleph. Ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi. Il dit Rashi. C'est pas écrit Ben Yaakov. On dit Korach ben Yitzhar, donc Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Si déjà tu parles des ascendants, eh ben parle aussi de Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov il n'est pas là? Et peut-être qu'il fallait dire aussi Yitzhak et Avram et Terah, il fallait remonter jusqu'à Adam Arishon. Pourquoi tu t'arrêtes à Lévi? Il est passé où Yaakov? C'est la couche de Rashi. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Yaakov, il a prié que son nom ne soit pas mentionné lorsqu'il y a une discorde. C'est-à-dire quoi que ton nom ne soit pas mentionné? Tu resteras l'arrière-grand-père de Korach, que tu le veuilles ou non, eh ben tu es un arrière-petit-fils qui est tordu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le Korach, il dit Rabbi Yerucham. La raison pour laquelle la Torah nous dit qu'il est le fils de Yitzhar, de Kehat et de Lévi, c'est parce qu'en vérité, son père, Yitzhar, son grand-père, Kehat, et son arrière-grand-père, Lévi, ils ont tous un lien avec le problème de Korach. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais chinour intergénérationnel, il y a eu un mauvais chinour, il y a eu des mauvaises images, il y a eu des mauvais aspects, il y a eu des mauvaises références, qui commencent par Lévi, qui a fait la guerre contre Shrem, et que là-bas, il n'avait pas visé Yaakov. Lévi, il a déjà mis, à son niveau, bien sûr, Lévi, c'est Kodesh Kodashim, mais il a déjà mis les semailles de la marloquette. Vous vous rappelez dans Bereshit que Dina a été violée par Shechem, et Lévi et Shimon, ils vont entamer une guerre, et Yaakov, il s'exclame, il dit, vous m'avez même pas dit. Achartemoti, mais venez me demander, on discute tous ensemble, vous m'avez viré, je n'existe plus. Donc ils ont viré Yaakov Avinu. Ça commence par Lévi. Après Kehat et Yitzhar, il faut chercher dans l'histoire. En tout cas, il dit Rabbi Yerucham, Atamu, Sheratza Katuv Leagid, Kol Anashim Shesh Laim Shaychut, Lipeulat Korach. Shegam, Be'ele Anashim Ayu Kepeulat de Moded. Chez ces trois hommes, c'est incroyable ce qu'il écrit. Que chez Yitzhar, Kehat et Lévi, il y a eu un semblable de la marloquette de Korach. Korach, il est le produit de 4 générations qui développent cette marloquette. Bien sûr, à leur niveau, à leur taille, c'était beaucoup plus subtil. Ça veut dire quoi? C'est ça, nous dit Rabbi Yerucham, Velazot Aïta Tfila Toshe Yaakov. C'est ça la Tfila de Yaakov. Je veux pas que mon nom soit mentionné. C'est-à-dire, je reviens tout de suite à ce que vous dites, excusez-moi, ça veut dire quoi? C'est que je veux pas que Korach il m'utilise pour prétexter sa marloquette. Chez moi, il n'y a rien de marloquette. Une seconde, mais là, les petites questions, je dis juste le Yesod qui sort de Rabbi Yerucham. C'est-à-dire qu'il y a comme... Je vous demanderai de renvoyer les questions, mais je vais vous le dire. Juste une minute, mon Rabbi Rabotai. Merci beaucoup, mesdames. Donc ça veut dire qu'il y a comme Avinu, il dit, je prie pour que Korach ne m'utilise pas comme prétexte de sa marloquette. Ça veut dire que Korach, si maintenant on relit les deux, Rabbi Yerucham, les deux idées de Rabbi Yerucham, c'est que Korach, il trouve le problème chez Moshe Rabbeinu, et il dit même, vous savez moi ce qui m'arrive? Eh ben c'est parce que j'ai eu une mauvaise éducation, c'est à cause de mon père, de mon grand-père, et de mon arrière-grand-père. Korach, il est en train de faire quelque chose de dramatique. Il se dédouane de tout ça,
Et il fait porter la responsabilité de ses erreurs pourries, de ses choix mauvais à son père, à sa mère, à son grand-père, à son arrière-grand-père. Et il a failli aller jusqu'à Yaakov Avinu. C'est dramatique. On est dans une société où, et c'est pas nouveau hein, de toutes les façons, on est dans un monde où chacun, ce qu'on appelle, pour moi, de façon dramatique, des circonstances atténuantes, le pauvre, il a reçu une mauvaise éducation. Monsieur, ça te dédouane pas. Tu resteras un voleur et responsable de ton vol. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, c'est pas de sa faute, il avait une mère ivre et il avait un père qui le battait. Et alors? Et alors? Et alors? C'est quoi? C'est quoi ces discours tout pourris? Monsieur, tu es responsable parce que on nous apprend depuis notre plus jeune âge à nous dédouaner de nos erreurs en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Et le c'est pas moi, c'est l'autre, ça, par définition même, c'est de la marloquette. Et lorsqu'on est dans un monde, c'est-à-dire que moi, ça veut dire que mon cher Aménou, vous savez, moi je le fais des fois avec les coups, maintenant je vous dis tous mes secrets, c'est pas compliqué. Monsieur me dit, j'ai pas oublié vos questions, j'y reviens tout de suite. Je finis juste l'idée qui sort pour moi ici, elle est extraordinaire. Monsieur me dit que madame, voilà tel défaut, tel défaut, tel défaut. Je dis très bien, j'ai entendu qu'est-ce que tu as à dire contre, entre guillemets, ton épouse. J'écoute madame, qu'est-ce que vous avez à dire sur votre mari? Mon mari, il est comme si, mon mari... Ok. Ah, très bien. Ok. Ok, voilà tout ce que tu as à critiquer sur ton mari. Maintenant, monsieur, je te pose une question. T'as des critiques à faire sur ta femme. C'est dramatique. Mais maintenant, fais-moi des critiques sur toi. Moi? Quelle critique? C'est elle, c'est pas moi. Ah, et madame, la même chose. Tu m'as dit des critiques sur ton mari. Après, c'est pas le seul exercice, bien sûr, après je leur demande de me dire aussi des compliments. Madame, tu m'as dit des critiques sur ton mari. Maintenant, je vous demande, dites-moi, quelle est votre mauvaise mida? Moi, je n'ai pas de mauvaise mida. Moi, tout mon problème, c'est mon mari. Tu penses vraiment que tout ton problème dans ta vie, c'est ton mari? Mais il faut être fou pour penser ça. Tu penses vraiment que tout ton problème dans ta vie, c'est tes gosses? C'est ta femme? Toi, t'as pas de problème. Toi, t'es un diamant. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris un diamant, il l'a jeté dans une poubelle. C'est d'Oravérium. C'est pas comme ça qu'on va sortir des problèmes. C'est-à-dire que Korach, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il essaye de faire la paix avec un homme qui pense qu'il n'a rien à se reprocher. Ça ne peut qu'échouer. C'est clair. Il ne peut pas y avoir... C'est-à-dire, et ça, Moshe Rabbeinu, il le sait depuis le début. Ça veut dire que je ne peux pas... Puisque la marloquette, c'est-à-dire le querelleur, le bal marloquette, il pense qu'il n'a aucun problème. Il va utiliser le monde entier pour expliquer que lui, il est naquis. Lui, il n'a pas de problème. Vous comprenez ce qu'il écrit, si Rabbi Yerucham, c'est extrêmement profond dans la psychologie, le mental, dans les midotes de l'être humain, dans toute l'essence même de l'homme, de dire, moi, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est l'autre. Et tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est où on me met le haïlara. Moi, quand les gens ils me disent, Mechila, une petite seconde, j'arrive pas à lire et parler, je vous promets 2-3 minutes où on lira toutes les questions. Moi, quand on me dit, les gens ils ont des problèmes, ils disent, tu crois qu'on m'a mis l'œil? Qu'est-ce que c'est ça? C'est toi, t'as un malach. Et le seul qui a pu déclencher un problème chez toi, c'est l'œil de l'autre, c'est le haïnara. Mais il faut être baboule pour penser des choses comme ça. Toi, tu crois que tu es naquis, tu es un diamant. Mais Hachem, il t'a jeté dans une poubelle, autour de toi, il n'y a que des mauvais yeux. Il faut être taré pour penser ça. Ouais, moi, tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est à cause de ma belle-mère. Mais qu'est-ce que c'est ces phrases débiles? Ouais, moi, tous les problèmes, c'est ma femme. Ta femme, elle te fait des problèmes. Mais la femme, c'est la bracha. Et le mari, c'est la bracha. La femme, c'est le cause bracha. Et le mari, c'est le contenu de la bracha. Mais si tu vois ta femme comme un problème, c'est normal qu'elle va te faire des problèmes. Si tu vois tes gosses comme des gens qui te font des problèmes, mais c'est vrai, c'est les enfants qui m'ont fait des problèmes dans la vie. Mais non, c'est pas tes enfants qui t'ont fait des problèmes. T'avais déjà toi un problème. Mais tu vas utiliser ce que ton enfant, ta femme, ton mari, Zélo Méchaneki va te faire pour dire, ah, voilà, tous les problèmes que j'ai, c'est vous. Mais t'es un menteur, t'avais un problème avant que j'existe, Bichlal. Voilà, ça c'est le querelleur. Le querelleur, c'est celui qui récupère des situations pour prouver que lui, il est innocent et que tous les problèmes qu'il a, c'est à cause de l'autre. Là, le shalom, il peut pas marcher. Maintenant, on peut continuer. Pourquoi l'acteur était là, Martin? Mais je vais donner d'abord priorité aux 3 questions que j'ai pas pu lire.
Alors, on va commencer par Tsipora, si vous voulez bien, parce que dans l'ordre, je crois que vous étiez la première à vous avez dit CID. C'est quoi CID? J'ai pas bien compris, c'est dire quoi CID. Ça là, j'ai pu la lire parce qu'elle était courte. Voilà, il faut m'envoyer des flashs. Mais CID, hein? Vous êtes là pour les quelques minutes qui nous restent pour la fin du shiur Moran Verabotay. Bon, sinon on passe à la question suivante. Il y avait une question de Madame Bocara, si vous voulez la renvoyer, mais j'ai vu qu'elle a été répondue. Alors vous m'avez pas laissé le kiff de lire la question, ou alors il n'y a plus de questions. Bon, il n'y a plus personne, Moran Verabotay, alors il reste la question. Il reste la question de Meyer, que si je me trompe pas, le troisième c'était Meyer. Si vous voulez renvoyer la question, bon, si personne n'a des questions, eh ben c'est très bien, la vie est belle. Bah, c'est que l'idée. Ah, mais donc pourquoi Moshe a tenté le shalom au final? Est-ce aussi une manière de se dissocier comme Jacob shalom contre... Voilà, c'est ça. Je pense, ça il faut encore développer davantage. Ça aussi tout à l'heure Madame Bokar l'a dit. Je pense qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il fait, c'est pas pour établir le shalom. L'autre, il n'entend pas. Et puis si vous avez essayé de faire le shalom avec quelqu'un, vous allez voir que plus vous lui donnez des arguments, même vous lui demandez pardon. Alors après, bon, excuse-moi. Ouais, c'est facile de s'excuser. C'est facile d'excuser. T'es malade ou quoi? C'est toi que tu me fais la guerre. Moi, je te demande pardon et tu me dis que c'est facile. Mais c'est très difficile de demander pardon quand t'en as rien fait. Bon, alors viens, on discute. Bon, écoute, on va essayer de s'arranger. Bon, je vais te parler différemment. Ouais, mais de toutes les façons, il restera toujours quelque chose dans le cœur. Bon, alors tu veux pas arranger, alors que tu veux. Si tu veux. Maintenant, en vérité, il y a Choliot. C'est-à-dire, là, il faut encore des heures et des heures de limoud. Mais pourquoi l'actorette? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a inventé l'actorette? C'est une éducation ou c'est dans les gènes de Korach? C'est pas ça, Mechila, c'est pas une éducation où c'est dans ses gènes. C'est il a, comment dire, il a structuré une nouvelle chita. La chita de Korach, c'est regarde ton problème chez l'autre. Ne regarde pas ton problème vis-à-vis de l'autre, mais dis-toi que l'autre. Non, c'est Korach qui a développé cette chita. Dramatique, bien sûr. C'est pas dans ses gènes, pas du tout. Pas du tout. C'est ni des gènes, ni une éducation. Vous savez, on n'est pas tordu à cause de nos éducateurs. C'est un taout. Celui qui pense que le truc, t'es mal élevé, là, cette espèce de phrase pourrie, là, cette insulte qu'on dit aux enfants, qu'on insulte les parents. Parce que quand on dit à un enfant, t'es mal élevé, on est en train de lui dire, tes parents, ils sont tarés. Et ça, c'est dramatique. On dit pas à un enfant, t'es mal élevé. Alors, le pire, c'est quand les parents eux-mêmes, ils disent à leurs propres enfants, oh là là, t'es mal élevé, hein. Eh ben, écoute, papa, c'est toi que tu m'élèves ou c'est quelqu'un d'autre? Ou c'est la voisine? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est mal élevé? On dit pas à un enfant, c'est mal élevé. Ou alors les maîtresses, ou je sais pas, même dans la rue, ou même, peu importe où, on zélo méchant, et dit, oh, et viens ici, espèce de petit mal élevé. Vous avez évoqué ses ascendants. Oui, mais c'est Korach qui va utiliser l'erreur de ses ascendants. C'est Korach. Et puis, je vais vous dire, même si c'est génétique, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens, ils sont génétiquement coléreux, génétiquement voleurs, génétiquement violeurs. Ah, aujourd'hui, on accepte toute la génétique. Les homosexuels, les voleurs, les tarés, tous, on les accepte. Tout le monde en accepte. Le seul qu'on n'accepte pas, c'est le violeur. Il faut accepter personne. Monsieur, tu as fait une erreur, tu payes de ton erreur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, bien sûr qu'il a reçu une sale éducation. Bien sûr que c'est dans ses gènes. Et alors pour ça, ça le rend, ça la quitte. Mais Morav et Rabotaille, notre vie, notre être n'est pas dessiné que par une éducation et par des gènes. Je ne suis pas limité à l'éducation de mes parents et aux gènes qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Parce que là, si je dis que c'est l'éducation et les gènes, j'accuse mes parents et j'accuse Dieu. Chazvé Shalom. Pourquoi? Comment on se défait d'une éducation loupée? Comment on se défait de gènes abîmés qui nous animent? C'est très simple. C'est très simple. Akadosh Baruch Hu, à part l'éducation, à part les gènes, à part la société, c'est incurable visiblement. Attention, j'y arrive tout de suite. Il y a, je dis à part l'éducation, les gènes, la société, etc., à part tous ces éléments, il y en a encore un, c'est moi. Et le moi, il doit être plus fort que l'éducation tordue de mes parents, que les gènes pourris qui m'habitent, que la société dramatique dans laquelle je vis, il y a le moi. Et le moi est au-dessus de tout. C'est quoi ce moi? C'est le sechel, c'est le dat. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une neshama, un dat, un sechel. Avec tout ça, tu peux tout surmonter, tous les erreurs de tes parents, tous les gènes de tes parents, tous les gènes que je t'a donné, on peut tout surpasser. Il faut beaucoup de Emouna Bakadosh Baruch Hu,
beaucoup d'émouna dans la Torah, ça c'est le Tselem Elohim qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Ah, maintenant est-ce que c'est curable ou incurable? Non seulement, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'inconscient, il faut fouiller dans le conscient, dans l'inconscient, dans le sérel. Mon père me dit de faire ça. J'ai le droit de réfléchir, je ne lui manque pas de respect. Je manque pas, sans manquer de respect, mais j'ai le droit de réfléchir. Mon père, il n'a pas mis au monde un veau, un agneau ou une vache ou un mouton. Il a mis un être humain avec un sérel et un enfant. Dès son plus jeune âge, il dit non, il refuse. Et on s'évertue, en tant que parent, d'imposer, entre guillemets, une certaine autorité, une certaine entente. Ils ne nous entendent pas. Pour 1000 raisons. Mais c'est très bien qu'un enfant développe sa singularité, toujours avec respect, amour, etc. Ah, non, il y a une façon de sortir de tout ça. Rachid dit, Korach, il a été très loin. Il était un avis, mais il était tipèche. J'appelle ça le paradoxe. Le paradoxe. C'est juste que j'ai pas le temps de parler de l'actorette, il est déjà très tard. L'actorette, c'est un parfum qui transperce l'homme. Il faut développer le parfum qui est en soi. La réponse à la marloquette, c'est le parfum. Plutôt que de sentir mauvais, de puer la marloquette, il faut dégager un bon parfum. Akshri nous a donné un sechel, une singularité. Et oui, on peut se battre contre le monde entier. Qui est l'inverse de Korach? L'exemple à suivre, Moshe Rabbeinu. L'exemple de Korach, l'antithèse de Korach, c'est Moshe. Ça, c'est dans les psukim, hein, c'est le plus simple. Alors, c'est sûr, il ne faut pas rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dans la marloquette, on peut encore en sortir. Et Rachi nous dit, Korach, il s'est comporté comme un idiot, comme un tipèche. Ch'tout. C'est le paradoxe du génie. Il y a un endroit, il a oublié son génie, là, il va tomber. C'est là qu'il aurait dû être génie plutôt que d'être génie ailleurs. C'est le travail du sechel, de la conscience, de l'inconscient, de la réflexion. Mais simple, sans devenir un philosophe. Simple. Pourquoi dans la vie ce que je fais ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas dans mon couple, dans mon chinour, dans mon travail? Les gens ils vont chercher des milliards de ségoulottes là-bas, ils vont chercher des milliards de réponses, mais la réponse elle n'est pas loin, elle va pas plus loin que le bout de ton nez. Il dit Rabbeinu Yona, qui tiye à Rocher, Sibat Haor. L'obscurité est la cause de la lumière. Quand tu auras trouvé ton point obscur en toi-même, alors tu auras trouvé la lumière, ce que je souhaite à tout le monde. Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup à dire. Bien sûr, vous avez compris, il faut parler de l'actorette, il faut parler de ses bartotes, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Alors c'est un parfum, Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, vous sentez mauvais. Ça vient de vous, une mauvaise odeur, ça vient de l'être humain. Il les invite à cette réflexion, mais ils veulent pas. Parce qu'il y a un moment donné, voilà, il y a eu un manquement de réflexion basique de Korach. Pourquoi? Comment? Il est déjà très tard. Je vous souhaite une vie parfumée et parsemée de bonheur, des cascades de joie, de brachot dans tout ce que vous désirez, dans le couple, que l'amour, le shalom. Vous savez, pour moi, le couple, il ne tient pas sur le shalom. Moi, j'aime pas appeler ça le shalom baït. C'est Ahavat Abaït. C'est Ravolbe qui nous a appris ça. Le couple, la raison de tout ça, c'est l'amour. Lorsqu'il y a de l'amour, il y a tout. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, n'essaie pas de faire le shalom avec ta femme si tu l'aimes pas. N'essaie pas de faire le shalom avec le voisin si tu l'aimes pas. Comment on fait? Pourquoi? Parce que Ahava c'est Echad, comme écrit Ravolbe, comme c'est écrit dans tous les sarim. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite, mais vraiment, une vie de parfum de Ktoret. Dans le couple, la famille, la parnassa, le corps, la santé, la communauté, la Torah, que nous sentions bons les uns envers les autres et nous envers Akadosh Baruch Hu, afin de bénéficier de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, bracha ve'atzlacha, yeshuot, nissim et niflaot, lanu ulchol Israël. C'est online. Merci aux organisateurs, au groupe d'études. Merci beaucoup à vous, très chers amis. Sage Online dans le sourire. Il faut créer la simra, il faut créer l'amour, il faut créer En vérité, il faut voir des problèmes chez l'autre, jamais. Chez soi, encore moins. Donc chez personne. Dans Sage Online, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Shabbat Shalom, Lechaim Tovim Shalom. Et à très, très, très bientôt, dans le plus grand des bonheurs et dans les plus grandes joies, je vous dis Kol Tuv, Shabbat Shalom.